Et tout de suite, Arthur Delaborde reçoit Jean-Paul Gourevitch, universitaire et célèbre auteur, connu notamment pour ses études sur le coût de l'immigration en France et ses études sur l'Afrique et les relations franco-africaines. Et on va parler aujourd'hui des migrations. Oui, bonjour Jean-Paul Gourevitch. Bonjour. J'en profite déjà pour rappeler votre dernier ouvrage, La France en Afrique, 1520-2020, vérité et mensonges. C'est publié aux éditions de l'Harmattan. Jean-Paul Gourevitch, la pandémie avait en quelque sorte fait passer les questions migratoires, en tout cas dans l'actualité, dans les médias, au second plan. Mais les arrivées massives des derniers jours en Italie et en Espagne ont brutalement relancé le dossier. De votre point de vue, ces arrivées sont-elles un avant-goût de ce qui attend l'Union européenne dans les semaines, dans les mois à venir, à mesure que les frontières ouvriront et que les moyens de transport seront remis en service? Faut-il s'attendre à une nouvelle vague migratoire? Alors, ce qui s'est passé à Ceuta, c'est d'un côté une opération ponctuelle, mais c'est aussi une opération qui a des prolongements et qui va jouer sur l'ensemble de la vague migratoire attendue. Simplement pour rappeler les informations, au départ, on peut faire une lecture strictement politicienne de l'ouverture de Ceuta à un certain nombre de 8000 environ migrants arrivés. Ceuta, il faut le rappeler, enclave marocaine, enclave espagnole sur le territoire marocain. Environ 150 km des côtes. Bon, il n'y a pas que Ceuta, d'ailleurs il y a Melilla, puisqu'en fait il y a eu une intervention des migrants à la fois à Ceuta et moins grave à Melilla. Donc, première lecture qu'on a, c'est que comme Brahim Ghali, qui était un cadre du Front Polisario, qui a été victime de la Covid-19, a été hospitalisé en Espagne sous un nom d'emprunt. Les Marocains, furieux, ont ouvert les vannes en disant c'est une politique de rétorsion, puisque vous avez accueilli un cadre du Front Polisario alors que nous ne reconnaissons pas la République sahraoui et que d'ailleurs la communauté européenne, enfin l'Union européenne ne la reconnaît pas, eh bien nous allons vous montrer ce que vous pouvez faire, ce que nous pouvons faire si vous continuez comme ça. Nous avons des centaines de milliers de migrants que nous pouvons déverser chez vous. Alors ça, c'est une première chose. Donc là, c'est vraiment l'aspect purement diplomatique entre Madrid et Rabat sur cette question du Sahara qui est, on sait, une ligne rouge pour les autorités marocaines. Les Marocains qui, autrement dit, menacent d'ouvrir les vannes massivement. Non, absolument. Pour faire pression sur les autorités espagnoles. Alors, il y a une deuxième lecture qui est une lecture qu'on peut appeler sociale. Autrefois, il n'y a pas longtemps, les migrants venaient essentiellement de Turquie et de Libye et plus largement d'Afrique subsaharienne. Bon, aujourd'hui, étant donné que l'Union européenne subventionne la Turquie, finance les gardes-côtes libyens et essaye aussi de financer les pays d'origine, les points de départ de la migration se sont transférés vers le Maghreb, d'un côté parce que le Maroc et la Tunisie sont confrontés à une crise sociale très importante, notamment à cause des revenus du tourisme qui ne fonctionnent plus, et parce que l'Algérie a perdu, elle aussi, beaucoup d'argent, étant donné d'un côté la répression, mais surtout la chute des revenus pétroliers. Donc aujourd'hui, les migrants ont tendance à passer par le Maghreb pour venir en Europe et non plus par la Libye ou la Turquie. Et puis plus globalement, comme vous l'avez cité, c'est un symbole d'une vague migratoire qui va continuer, puisque d'abord il fait beau, la Méditerranée est donc beaucoup moins dangereuse qu'avant, et vous n'empêcherez jamais les migrants qui viennent pour des raisons souvent sociales, parfois environnementales, parfois religieuses, parfois politiques, de se précipiter vers les pays du Nord où ils pensent trouver un Eldorado. Et d'une certaine façon, on a fait en sorte de les attirer, non pas
parce que nous voulions plus d'immigration, mais parce que nous avons privilégié l'accueil, ce qui peut se comprendre pour des tas de raisons humanitaires, et nous avons laissé de côté les problèmes de logement et les problèmes de formation et les problèmes de travail. Or, on sait aujourd'hui que si l'Europe peut, à la rigueur, accueillir un certain nombre de migrants, elle n'est pas en mesure de leur fournir un logement et un travail. Toutes les enquêtes qui ont été faites par l'OCDE montrent par exemple que 5 ans après, seulement 33% des migrants ont trouvé, en Europe, ont trouvé du travail dans l'économie formelle. Et même si on ajoute ceux qui ont trouvé du travail dans l'économie informelle, ça veut dire que la moitié des migrants sont à la charge des pays européens, des contribuables en fait des pays européens, et que ça crée aussi une certaine xénophobie dans une partie de la population. Jean-Paul Gourevitch, peut-être sur ces derniers mois, est-ce qu'il y a eu un impact de la pandémie sur les flux migratoires, ou en réalité ça n'a jamais cessé? Non, alors il y a eu un impact de la pandémie, on le voit très bien au niveau des chiffres. D'un côté, un certain nombre de frontières étaient officiellement fermées, et même si un certain nombre de migrants ont réussi à contourner ce dispositif, le nombre de migrants arrivés en Europe depuis le 1er janvier est très inférieur à ce que c'était il y a environ 2 ans. Et là, on est sur l'immigration légale. Alors, non, on est à la fois sur l'immigration légale et sur l'immigration irrégulière. Parce que les deux sont liés. Bon, en gros, vous avez en France, par exemple, 420 000 personnes qui arrivent chaque année, mais il y en a aussi 180 000 qui repartent. Une grande partie des migrants légaux restent. Une partie des migrants irréguliers soit sont renvoyés souvent avec un pécule pour pouvoir créer leur entreprise, une autre part vers les autres pays de Schengen, mais une grande partie reste sur notre territoire. La Cour des comptes, le Sénat ont bien analysé ce phénomène. Et est-ce qu'on s'attend dans les mois qui viennent, avec un retour, on l'espère en tout cas, à la normale progressif, une réouverture des frontières, à une hausse de ces flux migratoires? Alors, on n'empêchera jamais des gens qui sont mal à l'aise dans leur pays et qui sont attirés comme un aimant par les images qu'on leur présente du monde occidental. On les empêchera jamais de tenter l'expérience, même si cette expérience peut être dangereuse, puisqu'il y a quand même toujours un certain nombre de morts. Bon. C'est-à-dire que ces migrants qui veulent toujours rejoindre le continent européen, qui ont été quelque part un peu bloqués par la crise sanitaire, ils vont évidemment... ils vont revenir une fois que la crise sanitaire sera passée, et les seuls éléments qui pourrait freiner cela serait soit une législation répressive, mais on sait qu'il ne peut pas y avoir de forteresse ou d'immigration zéro, soit, c'est pour ça que je travaille avec, soit l'intervention des diasporas, parce que les diasporas, c'est finalement l'intermédiaire entre le pays d'origine et le pays d'accueil, et les diasporas pourraient jouer un rôle très important pour pouvoir dire aux candidats à l'immigration, là, c'est possible, là, c'est pas possible, dans tel pays, vous pourrez trouver du travail, dans tel autre un logement, et dans tel autre, vous allez vous heurter à une partie de la population. C'était d'ailleurs, je pense, l'idée du président Macron de créer ce sommet franco-africain à partir de la société civile et non plus à partir des chefs d'État. On parle aujourd'hui énormément des flux en Méditerranée occidentale, dans la province de Ceuta et de Melilla. Mais vous parliez tout à l'heure de la Turquie, qui est financée par l'Europe pour contenir ces migrants. Mais l'été dernier, ça n'a pas empêché Erdogan d'ouvrir les vannes. Alors, Erdogan joue ce jeu de ne me poussez pas, ou bien ça va être la catastrophe. C'est un jeu très vicieux,
puisqu'il a les moyens de libérer la totalité des quelques 3 millions d'exilés qui sont chez lui, et de pousser même les gens à venir par les îles grecques, à rentrer dans l'Union européenne, et maintenant plus seulement par les îles grecques, puisqu'il y a des filières par la mer Noire, vers la Roumanie et vers la Bulgarie. Et ce qui se passe avec ce jeu dangereux dont vous parlez entre Erdogan et l'Union européenne, c'est un peu la même chose finalement avec le Maroc. Le Maroc veut montrer que lui aussi est capable de peser, en tout cas de bloquer les flux migratoires depuis son territoire, et montrer que si finalement il arrête cette politique-là, ça peut aussi submerger le continent européen. Oui, mais le Maroc a beaucoup moins de moyens et beaucoup moins de force d'Erdogan, pour une bonne raison, c'est que le Maroc est largement financé par des subventions qui viennent des fonds européens, et aussi le Maroc a besoin ce qu'on appelle les IDE, c'est-à-dire les investissements qui sont pour l'étranger. Toute la question est un petit peu liée à la situation sanitaire. Si le tourisme qui, au Maroc ou en Tunisie, représente une grande partie de leur économie, repart, la force du Maroc pour jouer sur ces menaces potentielles sera moins importante. Et finalement, on en revient toujours à la question, est-ce que l'Europe est en mesure aujourd'hui de contrôler vraiment ces flux migratoires ? L'Europe n'a ni politique migratoire, ni politique africaine. C'est ça. Ce qui la met en position extrêmement difficile, puisque ça fait des années et des années que, à la fois, l'Europe prend des décisions, je rappelle le plan Sarkozy, et qu'elle ne les applique pas. Et que chaque pays travaille de son côté, sans que l'Europe ait la capacité de faire un véritable projet entre le continent européen d'un côté et le continent africain de l'autre. Et finalement, l'Union européenne se contente de répartir les nouveaux arrivants entre les différents États, et encore quand c'est possible. Oui, on peut même dire que cette tentative de répartition ne fonctionne pas bien. On l'a vu avec les opérations Dublin, qui sont contestées maintenant par un certain nombre de pays et par un certain nombre de migrants. Moi, je dirais plutôt que même s'il y avait une idée qui était intelligente au départ, qui était de mettre les hotspots dans les pays d'origine et non pas à l'entrée dans l'Europe, on a abandonné cette idée plus ou moins, et donc l'Europe est à la merci des demandes des migrants. Vous restez un petit peu avec nous, Jean-Paul Gourevitch, parce que je voulais vous faire réagir sur la proposition de François Bayrou sur le recours en hausse à l'immigration. Donc vous restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300 et vous réagirez à partir de 13h15 sur ce sujet et sur tous les autres sujets qu'on abordera tout de suite. Et de retour avec Jean-Paul Gourevitch, spécialiste des migrations. Jean-Paul Gourevitch, on voulait quand même vous faire réagir à ce plan de François Bayrou, haut commissaire au plan, qui plaide donc pour un pacte national pour la démographie, pour faire face à une natalité qui est en baisse, qui est même au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Il dit donc notamment qu'il faut utiliser ce levier migratoire. Vous qui avez beaucoup travaillé sur le coût de l'immigration, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, justement, j'ai beaucoup travaillé sur le coût de l'immigration, et sans rentrer dans les détails, vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord, de gauche jusqu'à droite, pour considérer que l'immigration coûte plus cher qu'elle le rapporte, mais qu'il y a une grande différence entre les économistes de gauche, pour lesquels le déficit est de 6 à 10 milliards, les économistes de droite, pour lequel le déficit est de 80 à 95 milliards, mais mon propre travail scientifique qui se situe aux alentours d'un déficit de 20-25 milliards. Bon. L'idée comme quoi la natalité pourrait être augmentée pour que
les pays puissent payer leur retraite, c'est une idée normale. Pour ça, il y a deux hypothèses. Il y a une hypothèse qui est nationale, faire une politique nationale de la natalité, et il y a une hypothèse qui est faire venir un certain nombre d'immigrés pour pouvoir augmenter le nombre d'enfants qui sont susceptibles de payer les retraites. Et on peut même combiner, à la limite, les deux hypothèses. Dans la perspective tracée par François Bayrou, on peut bien imaginer qu'effectivement, l'arrivée d'un certain nombre d'immigrés va augmenter la nationalité, va augmenter le nombre d'enfants dans la mesure où aujourd'hui, il y a un différentiel de fécondité important entre la population autochtone et la population immigrée. La population autochtone est en dessous de 1,80, la population immigrée est au-dessus de 2,5 et parfois atteint 4, et elle diminue quand même selon les générations, puisque les enfants de migrants font moins d'enfants que leurs parents, qui faisaient eux-mêmes moins d'enfants que leurs grands-parents. Seulement, ce qu'il faut bien voir, c'est que faire venir des immigrés pour pouvoir augmenter notre capacité de payer nos retraites, ça a aussi un coût. Ces immigrés, ils vont, bien sûr, pour ceux qui travaillent, contribuer à l'augmentation du PIB, mais pour les autres, c'est une véritable charge pour l'État. Et je crains que François Bayrou n'ait pas véritablement mesuré le rapport entre les coûts et les bénéfices. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Jean-Paul Gourevitch, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La France en Afrique, 1520-2020, Vérité et mensonge, c'est aux éditions de l'Harmattan. Et on continue, et vous nous appelez au 0826 303.